Mesdames, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. Après avoir entendu l'ANDAS et l'AUDAS la semaine dernière, nous accueillons aujourd'hui le syndicat de la magistrature, représenté par Madame Kim Reflet, sa présidente. Je vous remercie, Madame, d'être parmi nous aujourd'hui. Depuis 10 ans, le nombre d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance a fortement progressé. En 2022, selon l'ONPE, 346 562 mineurs de moins de 18 ans faisaient l'objet d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Cela représente 2,2% des enfants. Plusieurs points sont à retenir de l'étude de l'ONPE. On constate que la part des mesures judiciaires est toujours aussi importante, puisque cela concerne 80% des cas, et que le nombre d'accueils en dehors de la famille a fortement augmenté pour se porter à 176 853 mesures. C'est 30% de plus qu'en 2011. Or, dans les faits, faute de place, de nombreuses décisions judiciaires ne peuvent être exécutées par les départements. Comme le signe votre rapport du 6 mai dernier, la justice protège-t-elle les enfants en danger ? 77% des juges des enfants ont déjà renoncé à prendre des décisions de placement d'enfants en danger dans leur famille en raison d'une absence de place ou de structure adaptée dans leur accueil. Nous aurons donc tout intérêt à vous écouter après sur tous ces sujets. Concernant les mesures de milieu ouvert, les mesures ont connu également une augmentation de 13% en 10 ans pour accompagner à ce jour 169 709 mineurs sur les chiffres de 2022. Or, selon la CNAP, il peut s'écouler entre 6 à 9 mois avant qu'un travailleur social vienne constater la situation d'un enfant bénéficiant d'une mesure de protection en milieu ouvert. Lors de notre dernière audition, les éducateurs ont également souligné que, faute d'effectifs, le suivi d'un jeune ne peut se faire souvent qu'une fois toutes les 3 semaines. La défenseure des droits, alertée par une situation particulièrement alarmante dans 14 départements, s'est d'ailleurs autosaisie de la question et rendra ses conclusions à l'automne. De votre côté, vous avez sollicité vos collègues juges des enfants via un questionnaire pour dresser un état des lieux de la justice civile des mineurs. Je vous propose, Madame la Présidente, de nous présenter les travaux que vous avez menés au sein de votre syndicat. Et donc, je vous laisse la parole pour un propos liminaire et après, nous reviendrons sur les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci donc à la délégation aux droits des enfants de nous faire l'honneur de nous offrir ce temps d'échange sur un sujet qui nous tient à cœur au syndicat de la magistrature, qui est celui de la justice civile des mineurs. Pour introduire mon propos, peut-être un tout petit détour par l'actualité en forme d'alerte sur l'urgence qu'il y a, selon nous, à recentrer le débat sur les mineurs, sur cette question de la protection de l'enfance. On a vu, là, on sort d'une séquence, c'est un hasard de calendrier parce que nous, on a mené ce travail depuis plusieurs mois. Il se trouve qu'il est publié maintenant, mais au cœur d'une séquence où on parle beaucoup délinquance des mineurs, voilà, où il y a une succession de faits d'une exceptionnelle gravité qui ont conduit le gouvernement à proposer très rapidement des réponses plutôt de type pénal en ce qui concerne la justice. Et donc, nous, notre crainte quand on voit ça, professionnels, magistrats, et notamment magistrats, juges des enfants, oui, j'ai oublié de me présenter, pardonnez-moi. Donc, je suis la présidente du syndicat de la magistrature, je suis magistrate de l'ordre judiciaire, et il se trouve que j'ai aussi été juge des enfants pendant 10 ans, et que donc, je connais bien cette fonction. Pardon. Et donc, oui, nous, notre inquiétude, c'est de voir disparaître sur ce sujet essentiel pour nous qui est les violences commises sur les mineurs, derrière ce qu'on appelle maintenant l'ultra-violence des adolescents. Et donc, là où nous, on voit un fait social majeur qui est la violence commise sur les mineurs, la violence dont les mineurs sont victimes au sein de leur famille et qui n'est pas suffisamment pris en considération, disparaître derrière des questions qui sont importantes, certes, mais qui sont la violence des adolescents, mais pour lesquelles on estime que la justice est déjà dotée de très nombreux outils et qu'il n'est pas forcément nécessaire de légiférer. Or, on pense, enfin, on a entendu que de nouveau, le Parlement allait être mobilisé sur cette question de la délinquance des mineurs. Donc, l'objectif de cet état des lieux, c'était vraiment de mettre ce focus. Donc, je vais utiliser sur la justice civile des mineurs et surtout de faire un lien entre
la question de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger, lien qui a été fait, alors évidemment on n'est pas du tout les premiers à le faire, lien qui a été fait à de multiples reprises, notamment par des rapports parlementaires, dont beaucoup sont très riches et très intéressants à cet égard, et notamment par exemple une mission d'information du Sénat dès 2018 qui avait titré un de ses chapitres « Enfance en danger et enfance dangereuse, un même public ». Voilà, ça c'est un rapport de 2018, il y en a eu un autre en 2022, et à chaque fois ce constat est fait, mais nous, en tout cas, on estime que les conséquences ne sont pas forcément tirées sur la question de la justice civile des mineurs. Donc je vais prendre le temps de mon propos liminaire en un quart d'heure à peu près pour vous expliquer quelle a été notre démarche et vous restituer les principaux éléments, au fond, dont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce travail d'état des lieux. Alors, pourquoi ce travail d'état des lieux? Donc, il y a un débat qui s'ouvre de nouveau sur, là, cette fois-ci, la question de la protection de l'enfance, puisqu'il y a une mission d'enquête, une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et nous estimons qu'il faut absolument, dans le cadre des discussions qui vont s'ouvrir, il faut impérativement regarder ce qui se passe du côté de la justice civile des mineurs, qui est un acteur institutionnel majeur. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, en introduction, lorsqu'on parle justice, lorsqu'on parle délinquance des mineurs, on n'oublie jamais de parler de la justice pénale des mineurs, mais lorsque l'on parle protection de l'enfance, on oublie souvent la question de la justice civile des mineurs, et c'est vrai que dans les projets, il n'y a pas forcément énormément de choses qui concernent précisément l'organisation de cette justice, et elle est mal connue. Alors que le juge des enfants est un acteur central du dispositif, puisqu'il ordonne, vous l'avez rappelé, 82% des mesures de protection de l'enfance. Donc c'est vraiment une omission très préjudiciable à chaque fois de ne pas regarder ce que fait le juge des enfants, la façon dont il travaille et dont on pourrait améliorer aussi le travail de la justice civile. C'est une compétence des départements, mais il y a du régalien. Donc ça fait vraiment partie des choses que l'on veut souligner. Et ce qu'on a cherché à souligner dans cet état des lieux, c'est le fait qu'au sein de notre institution, c'est assez emblématique de la façon dont on regarde les violences traitées les violences commises sur les enfants dans notre société. Au sein de notre institution, les juges qui s'occupent de ces questions-là, les juges des enfants, sont des juges à part. Pas des vrais juges, disent certains, pas tout à fait des juges. Et donc c'est un juge qui est maltraité dans sa propre institution. C'est notamment un juge qui travaille sans greffier. C'est un juge qui rend des décisions sans audience. Et c'est comme ça dans tous les tribunaux, c'est complètement structurel. Rien n'est fait pour vraiment changer la situation et rien ne sera fait si... s'il n'y a pas des mesures contraignantes qui sont prises. Pour faire un parallèle, si un juge d'instruction se met à prononcer des mises en examen sans entendre les personnes ou prend des interrogatoires sans greffier, il va être immédiatement sanctionné en procédure. Enfin, on ne va pas se dire, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est ce qui se passe pour les juges des enfants tous les jours dans les tribunaux. Il n'a pas de greffier, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut absolument regarder ce qui se passe du côté de cette justice pour essayer d'améliorer globalement un système de protection de l'enfance qui se porte très mal. D'autre part, deuxième objectif de cet état des lieux, la protection de l'enfance va très mal, on le sait, ça reste assez abstrait selon nous. Donc on entend des voix qui s'élèvent et on sait que vous en avez entendu certaines d'entre elles. Il y a maintenant notamment des militants des droits de l'enfant qui sont entendus et qui ont été entendus par l'Assemblée. Il y a des professionnels qui se mobilisent dans les départements, mais où il y a des drames qui jettent la lumière ponctuellement sur la situation de la protection de l'enfance dans tel ou tel département. Mais nous, ce qu'il nous semble, c'est qu'il n'y a pas de lien qui est fait entre toutes ces histoires individuelles et on ne voit pas derrière tous ces drames la grande histoire. Et à cet égard, ça nous rappelle une question qui est maintenant bien connue du Parlement, qui est la question des féminicides, qui se déroulait dans une espèce d'indifférence sociétale et politique assez globale, jusqu'à ce qu'on commence à les considérer comme un fait social majeur et qu'on commence à les décompter. Et donc, s'agissant des violences sur les enfants,
Et paradoxalement, malgré les données qui commencent à s'accumuler, il y a notamment tout le travail qui a été fait par la Civis, mais il y avait déjà des travaux auparavant, nous, on trouve on ne politise pas la question. Politiser au sens de, voilà, c'est un fait social et il faut une réponse à l'évidence politique. Et donc, comme magistrat, on s'est dit que nous étions à la bonne place pour faire apparaître le caractère systémique, pas seulement de la maltraitance sur les enfants au sein de leur famille, puisque ça, il y a beaucoup de données qu'on a agrégées, il y a toujours un effet un peu saisissant, mais c'était des données qui existaient déjà, dont certaines qui proviennent de l'ONPE que vous avez évoqué. Mais on voulait faire apparaître, nous, le caractère systémique de la maltraitance institutionnelle des enfants en danger et prendre conscience de ce que l'on voit au quotidien quand on est juge des enfants dans les tribunaux, c'est-à-dire des enfants en danger qui ne sont pas protégés. Et notre étude, selon nous, montre que cela fait système, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on est en équilibre finalement et que les choses ne changent pas vraiment. Et donc il faut absolument essayer de modifier vraiment, au-delà du traitement ponctuel de telle ou telle situation, de prendre conscience du caractère systémique de la maltraitance institutionnelle. Alors, ce qui ressort principalement de notre étude, c'est tout d'abord, donc ça, c'est pas très nouveau, mais évidemment, c'est toujours intéressant quand même de le voir, vu de notre fenêtre de magistrat, une protection de l'enfance qui est dans un état absolument cataclysmique. Et donc là, je vous renvoie à la cartographie des placements non exécutés, donc qui se trouve à la page 8 de notre document. Il faut savoir qu'il y a une difficulté majeure, et donc là, vraiment, on tient à vous alerter comme parlementaire, il y a une difficulté majeure d'accès aux données de la question des placements inexécutés et de façon plus générale de la question de la façon dont les départements traitent la protection de l'enfance. Il y a un problème d'accès aux données, il n'y a pas de transparence et les observatoires départementaux, pour un certain nombre d'entre eux, sont des coquilles vides. Vraiment, enfin des instances sans réelle utilité. On se réunit une fois par an sur une thématique qui généralement est très intéressante. Mais pour ce qui est de produire des données d'activités qui concernent la politique publique de protection de l'enfance dans le département, c'est beaucoup plus limité. Donc il y a des observatoires qui le font, hein, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et donc on a une véritable difficulté d'accès à ces données. Et donc nous, on s'est dit comment faire pour essayer de produire quelque chose. Et donc on a sondé nos collègues dans tous les tribunaux, donc les 522, alors il y a un peu moins de 522 juges en général, en réalité c'est 522 sur le papier, mais en tout cas on a envoyé ça à tous les juges des enfants, et nous avons réussi à collecter des données dans 2/3 des départements. Donc il y a 35% des juges qui nous ont répondu. Après, on a fait un peu marcher le téléphone avec des juges qu'on connaissait pour essayer de fiabiliser au maximum les données qu'on a récupérées. Et donc dans 2/3 des départements, ce qui donne un total de 3335 placements inexécutés. Avec des départements qui peuvent être, qui se distinguent par le nombre de placements inexécutés. Il faut savoir que quand les données sont très précises, type 248, 397, 192, ça c'est plutôt quand les départements nous ont fourni eux-mêmes les données. Donc voilà, c'est plutôt des départements qui ont fait preuve de transparence dans ce recueil de données. Sinon, les chiffres ronds, ce sont plutôt nos collègues qui ont fait des évaluations. Et donc, sans doute, ces chiffres mériteraient d'être affinés, mais très certainement, ils sont en réalité sous-évalués parce que les magistrats sont extrêmement prudents dans la façon dont ils s'expriment quand on leur demande ces données. Donc 3300 pour nous, c'est vraiment un chiffre assez minimaliste, déjà parce qu'il manque 1/3 des départements, et d'autre part parce qu'il y a un certain nombre de données qui, selon nous, ne sont pas exactes. Ce que l'on répond aux départements qui contestent les données qu'on a produites par la voie de ce sondage en toute transparence, on a expliqué notre méthodologie, c'est donnez-nous les chiffres. Nous, on est tout à fait d'accord, enfin je veux dire, on est prêt à corriger notre carte. Si on a le vrai chiffre, aucune difficulté avec ça. Et donc, on voit quand même avec cette carte le caractère systémique, c'est-à-dire que des placements inexécutés, il y en a absolument partout. Encore une fois, des départements qui sont manifestement très en deçà des attentes que la politique publique de protection de l'enfance nécessiterait sur leur territoire.
Ce dont il faut prendre conscience, évidemment, c'est que, et c'est ça, nous trouvons qui est plus difficile à faire passer, c'est que ce sont des enfants très concrets, toutes ces situations, tous ces chiffres, derrière tous ces chiffres, qu'on sait exactement qui sont ces enfants, on a leur identité, on sait où ils sont, dans quelle famille ils vivent et dans quelle situation ils se trouvent, puisque ça correspond très précisément à des jugements de placement motivés par les juges des enfants qui ont vu les familles, qui ont analysé la situation et qui ont décidé que les enfants devaient être confiés à des tiers. Donc ce n'est pas des situations à risque, non, c'est vraiment des situations très graves. Et donc on est en train, comme on va être entendu par la commission d'enquête parlementaire, on est en train de collecter, en fait, voilà, de faire une sorte de collecte de situations concrètes pour avoir des exemples très précis de ce que ça recouvre. Je vous en livre juste quelques-unes, parce qu'on a commencé ce travail-là, et vraiment c'est effarant, en fait, quand on commence à regarder de quoi il s'agit. En Loire-Atlantique, donc ça, c'est des collègues juges des enfants qui nous ont donné ces situations. 3 adolescentes qui ont été placées par le juge des enfants parce que les 2 grandes sont en risque prostitutionnel et la 3e victime d'agression sexuelle par son père, donc dans la famille. Elles sont placées par le juge des enfants en juillet 2023. Eh bien, ces 3 adolescentes sont toujours, à l'heure qu'il est, chez elles. L'aînée est désormais majeure et enceinte. Voilà, ça c'est une situation, très concrètement, on sait exactement où ces jeunes filles se trouvent, où elles vivent, dans quelle situation elles sont, et elles sont placées, elles sont à domicile. Ille-et-Vilaine, une adolescente battue, coup de ceinture, câble, balai, voilà, tout ça est documenté, constaté médicalement. Elle arrive à l'école, alors c'est une jeune adolescente, elle a 13 ans, donc c'est même une préadolescente. Elle arrive à l'école, elle est complètement tondue, avec les sourcils tondus, les cheveux tondus, parce qu'elle a manqué de respect à sa mère. Donc l'école fait ce qu'il faut, effectivement, il y a un signalement, elle est placée en urgence, et lorsque le juge des enfants tient son audience, donc à peu près 3 semaines après, donc pour rappel, quand il y a un placement en urgence par le procureur, le juge des enfants tient son audience quelques semaines après pour faire le point et voir si le placement doit être maintenu. Et donc lorsque le juge des enfants, donc, qui a prolongé le placement sans voir la famille, avant de voir la famille parce qu'il y avait une situation d'urgence, pour 6 mois, fait son audience, eh bien l'adolescente est revenue à la maison. Et donc, quand le juge des enfants demande à l'ASE des explications, l'ASE répond qu'il n'y avait pas de place. Donc, ils ont remis la jeune fille tondue et battue à sa mère. Pyrénées-Orientales, un dernier exemple, une fratrie qui a été placée par le juge des enfants en mars 2023, un petit garçon de 5 ans qui est déscolarisé, donc en infraction, en violation de l'obligation scolaire, et en état de dénutrition, et sa sœur aînée de 12 ans, victime de violence. Le juge des enfants place les enfants et le jugement n'est pas exécuté, et donc il a fallu que le juge insiste pendant 6 mois pour que les enfants soient enfin accueillis en décembre 2023. Donc c'est des enfants donc un enfant de 5 ans en état de dénutrition, je répète, est resté pendant 6 mois dans sa famille en parfaite connaissance de cause. Donc bien sûr, je vous cite tous ces exemples et comment dire, l'idée, c'est pas de jeter l'opprobre sur les départements, même si effectivement il y a un énorme problème, parce que quand il y a 400 places à trouver, on se doute bien qu'ils ne vont pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Mais c'est pour quand même souligner que ce sont des situations extrêmement graves derrière tous ces chiffres, et que donc il faut de manière très urgente prendre conscience de ça. Je lisais là en venant dans le métro qu'il y a un petit garçon qui a été retrouvé battu, mort, de 4 ans à son domicile. Il y en a 60 par an, et on sait que ce chiffre est sous-estimé, on l'a rappelé dans notre état des lieux, des enfants qui meurent sous les coups de leur famille. Et le chiffre est sous-estimé, et on sait que parmi ces enfants, il y en a une partie importante qui sont repérés par l'aide sociale à l'enfance, et certains même qui sont placés. Donc vraiment, il y a une question d'urgence vitale pour certains de ces enfants. Donc voilà, c'est vraiment, on insiste sur cette cartographie. On a également fait un travail de recensement de la durée d'exécution des mesures à domicile. Donc là, on se situe dans d'autres cas où le danger est estimé moins grave, mais la situation n'est guère plus reluisante, puisque les délais d'exécution de ces mesures sont aussi très importants, parfois plus d'1 an. Il y a un certain nombre de tribunaux pour enfants qui ont déclaré des délais de plus d'1 an avant que les mesures soient exécutées, et souvent 6, 7, 8 mois. Et donc on imagine bien que pendant cette durée-là, la situation a le temps de se détériorer, et notamment nos collègues nous citent un certain nombre d'exemples où il y a un basculement dans la délinquance, en fait, des enfants qui commencent
à être voilà, déscolarisés, mal pris en charge, un cadre éducatif qui n'est pas suffisant, un besoin d'aide et une aide qui n'arrive pas. Et bon, ça se termine pour un certain nombre d'entre eux par des mauvaises fréquentations. Ils traînent dans le quartier et ils finissent par faire des mauvaises rencontres et à être embauchés, par exemple, pour faire les guetteurs dans les trafics de drogue. Donc ça, c'est sur les durées, les mesures à domicile. Et j'insiste aussi auprès de votre délégation, il y a des points aveugles que nous, on n'a pas pu étudier, mais qui seraient intéressants, je pense, d'étudier par les observatoires. Ce sont les informations préoccupantes qui ne sont pas traitées, ou le délai entre le moment où l'information préoccupante, l'appel au 119 par exemple pour signaler un enfant en danger, a lieu, et le moment où la requête arrive chez le juge des enfants. Il s'écoule très souvent 1 an. Donc c'est très long, et ça, effectivement, il y a sans doute des choses quand même à améliorer dans ce délai-là, mais nous, on n'a pas la possibilité d'évaluer, je dirais, un peu l'ampleur du phénomène et des difficultés. Il faut savoir que les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance, qui sont ceux qui pourraient peut-être témoigner de cette situation, ont pour un certain nombre d'entre eux des mesures de rétorsion de leur département lorsqu'ils essaient d'alerter. Et donc on a quelques exemples de travailleurs sociaux donc, qui passent par nous pour essayer de dire attention, dans mon département ça ne va pas du tout. Mais il y a aussi une difficulté d'expression par rapport à une information qui est très très problématique. Donc, il y a des conséquences extrêmes de cet état de la protection de l'enfance dans les pratiques judiciaires. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, c'est vrai que ce chiffre-là, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi élevé. 77% des juges des enfants qui renoncent à prononcer ou qui ont déjà renoncé à prononcer une mesure de placement quand les critères sont réunis parce qu'ils savent que leur mesure ne va pas être exécutée et qu'ils se disent « je préfère qu'il y ait un éducateur qui arrive à domicile » dans 4 mois, plutôt que de revoir la famille dans 1 an, parce que quand on ordonne un placement et qu'il n'est pas exécuté, en fait, il n'y a pas d'éducateur, on revoit la famille 1 an plus tard et la situation s'est dégradée. Donc voilà, je préfère au moins il y a un éducateur qui vient 1 fois par mois à domicile. Si jamais quelque chose de très grave se passe, j'alerterai et peut-être qu'en urgence, on pourra me trouver une place pour cet enfant. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très inquiétant de savoir qu'il y a autant de juges qui renoncent à prononcer les mesures que la loi impose. Donc ça, c'est sur l'état de la protection de l'enfance. Deuxième enseignement de notre état des lieux, une justice des mineurs dans un état, alors un peu moins cataclysmique, mais néanmoins qui ne va pas très bien et qui est quand même dans un état de sous-dotation assez invraisemblable. Et j'insiste sur ce point parce qu'on est dans une séquence, pour nous, pour notre institution, où le Parlement a voté un énorme renfort de moyens qui était très attendu. Mais la crainte que l'on peut avoir, c'est que la justice civile des mineurs soit un peu la grande oubliée de cette distribution généreuse de moyens. Dans l'état des lieux, c'est la page 5 de notre document, on a travaillé sur le nombre de mesures par juge des enfants. Il faut savoir que la chancellerie... Page 5, exactement. Il faut savoir que la chancellerie a élaboré un référentiel à la demande de la Cour des comptes pour dire combien de mesures un juge devrait avoir pour bien travailler, pour faire son travail correctement. La chancellerie a fait ce travail pour toutes les fonctions. C'est un chantier qui dure depuis 2 ans. Mais les résultats sont très gênants pour l'exécutif. Et on le comprend puisqu'il y a un renfort de 1500 magistrats qui a été annoncé. Et les résultats montrent qu'il faudrait un renfort de 10 000 magistrats. Toutes fonctions confondues, pas juge des enfants. Donc ce référentiel ne sort pas. Voilà. Donc il est prêt, nous on connaît les résultats parce qu'on fait partie du groupe de travail, et on sait que pour les juges des enfants, le résultat de ces travaux, qui sont des travaux très consensuels, la chancellerie faisait partie du groupe de travail et a également voté sur cette norme, et donc la norme qui avait été posée, c'était 434, me semble-t-il, pour un 100% juge des enfants, qui ne fait que de l'assistance éducative. On sait que les juges des enfants font en gros 25% de pénal. Donc c'est 75% assistance éducative. Il faudrait donc 325 dossiers d'assistance éducative par juge. Un dossier, c'est un enfant seul ou une fratrie, de 2 à 6, 7, 8, de même père et mère. Et donc 325 situations, et en fait il y a énormément de juges des enfants qui ont beaucoup plus que ça, 450, 500 ou plus. Donc ça on a recensé, et on a un petit histogramme avec les cas les plus emblématiques de cette surcharge, mais en fait en annexe il y a quasiment tous les tribunaux pour enfants, et donc on a des collègues, Niort 600 dossiers, Le Mans 610, et donc concrètement c'est
600 mesures, c'est plus de 1000 enfants à suivre pour un seul juge. Et donc la question, c'est pas tant la surcharge du juge, même si c'est aussi une question bien sûr, que l'impossibilité d'appliquer le droit. Et donc quand on est un enfant en danger, on n'a pas accès à son juge. Le juge ne peut pas convoquer la famille, ne serait-ce qu'une fois par an. Lorsqu'il entend les enfants, alors qu'il est censé, depuis la loi Taquet, les entendre individuellement quand ils sont capables de discernement, en fait, il les entend tous ensemble. Et donc tout ça, évidemment, ça ne favorise pas l'émergence d'une parole authentique. Et il y a un certain nombre de juges en fait qui doivent se résoudre à entendre toute la famille en même temps. Donc on imagine bien ce que ça peut donner un enfant qui subit de la violence dans sa famille et qui est entendu par le juge avec son père et sa mère à sa droite et à sa gauche. Évidemment, ça ne va pas faciliter l'expression d'une parole. Donc ça, c'est la première chose, le respect des droits. Pas de greffier, je le disais en introduction, il y a quand même 30% des juges des enfants qui n'ont pas de greffier. Aucun, jamais, pour rendre leurs décisions en assistance éducative. Je précise, parce qu'au pénal, bien sûr, ils ont un greffier. Parce que qu'est-ce qui est priorisé dans les tribunaux? Le pénal. Ça, il n'y a jamais de problème pour trouver un greffier pour juger les mineurs délinquants. Par contre, pour entendre les mineurs en danger, ça, il n'y a pas de greffier. Et ça, c'est une organisation qui est... Les greffiers, ils ne sont pas spécialisés greffiers juges des enfants. Donc, c'est-à-dire que c'est un choix qui est fait. Quand il y a 50 greffiers dans un tribunal, on fait le choix de ne pas en allouer assez au tribunal pour enfants. Juste assez pour faire les audiences pénales, mais pas suffisamment pour qu'un greffier puisse assister le juge lors de ses audiences d'assistance éducative. 30% des juges, c'est énorme. Évidemment, après, ça a des répercussions sur la qualité de l'audience, du travail qui est fait, et puis tout simplement sur la régularité quand même de la procédure et du jugement. C'est-à-dire que le greffier, c'est quand même le seul qui est habilité à authentifier l'acte judiciaire. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a 30% des juges qui rendent des décisions à longueur de temps qui ne sont pas régulières. Et 70% des juges restants, nos collègues juges des enfants, disent tous oui, ça m'arrive malheureusement de devoir libérer mon greffier pour faire d'autres choses, et donc je le dispense de certaines audiences d'assistance éducative. Alors, donc, je vous disais, la difficulté, c'est que le plan justice de notre ministre de la Justice, de l'exécutif, et le plan justice qui a été voté par le Parlement, donc a alloué des moyens assez importants quand même, puisqu'il faut reconnaître que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de renforts dans la justice, mais il ne dit rien sur le renfort des juges des enfants. Et il se trouve que, par exemple, depuis 2022, il n'y a eu aucune création de poste de juge des enfants dans les tribunaux. Et on attendait que le ministère sorte cette année ce qu'on appelle la circulaire de localisation des emplois pour voir à quel endroit les soi-disant nouveaux postes de magistrats seraient localisés. Et on a appris il y a à peu près 15 jours que cette circulaire de localisation des emplois, en fait, ne sortirait pas en 2024. Il n'y en avait déjà pas eu en 2023. Donc on nous a dit, vous regardez celle de 2022. Et donc on ne sait pas en fait où toutes ces créations de postes sont fixées, ou plus exactement on le sait, en fait c'est qu'il y a tellement de vacances de postes qu'il faut commencer par résorber la vacance. Et donc on ne peut pas sortir de circulaire de localisation des emplois 2024 parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a aucune création d'emplois de magistrats malgré les 1500 magistrats supplémentaires qui ont été annoncés. C'est la réalité. La réalité, petite parenthèse, mais du coup pour les juges des enfants très concrètement, aucun emploi supplémentaire de juge des enfants depuis 2022 et pas de fléchage annoncé. Le garde des Sceaux a annoncé récemment la ventilation par cour d'appel à horizon 2027. Donc on sait que par exemple qu'il y a 10 juges qui vont arriver, 10 magistrats qui vont arriver sur la cour d'appel d'Angers. On ne sait pas où vont être affectés ces magistrats et on n'a aucune certitude sur le fait qu'ils vont être affectés à la justice des mineurs. Nous, on a fait le calcul avec le référentiel que je vous ai indiqué. Il en faudrait 235 pour les juges des enfants, c'est-à-dire quasiment plus du tiers de l'effectif de juges du siège. Donc on sait déjà que ça sera insuffisant. Donc ça, c'était le deuxième enseignement de cet état des lieux. Et troisième chose qui ressort très nettement, alors ça, c'est plutôt les verbatims de nos collègues, puisqu'on les a interrogés sur les priorités de politique pénale. Quand on est juge des enfants et qu'on a connaissance de situations de maltraitance, il nous arrive très régulièrement de les signaler au procureur de la République quand on se rend compte qu'il n'y a pas eu encore d'enquête pénale. Donc on les signale au procureur de la République, par exemple, au sortir d'une audience d'assistance éducative. Et les procureurs, après, lancent les enquêtes et nous tiennent informés les juges des enfants de la suite. Et dans le pire des cas, quand on revoit la famille un an après, on a à ce moment-là le bilan de l'enquête.
Et en fait, de quoi s'aperçoit-on quand on sonde les collègues? C'est qu'il y a une priorité politique indéniable qui a été mise sur la question des violences conjugales. Donc les effectifs, notamment dans les commissariats, gendarmerie, ont été assez mobilisés sur cette question-là. Il y a des politiques pénales volontaristes qui se sont mises en place dans les tribunaux, mais ça s'est fait au détriment des violences sur les mineurs. Et donc, parce que ce sont les mêmes services d'enquête, en réalité, ce sont les brigades qui traitent des questions de violence intrafamiliale. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui nous disent, mes dossiers, en fait, je lance des alertes et il ne se passe rien. Les enquêtes ne démarrent pas. Quand elles démarrent, ça met des mois, voire des années à être traitées. Des policiers aussi, d'ailleurs, qui nous ont dit, moi, j'entends des mineurs victimes, et puis après, en fait, je suis obligée de mettre l'enquête sous la pile parce que j'ai d'autres priorités qui sont mises en avant. Et un certain nombre de collègues qui nous disent, la priorité dans mon ressort, c'est les stupéfiants. Ça c'est plus important que les mineurs victimes. Et donc, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des arbitrages qui sont faits avec des objectifs de visibilité et qui, pour nous, sont très problématiques. Parce que c'est sûr qu'en termes de visibilité et d'ordre public, les violences intrafamiliales, c'est moins payant, si je puis dire. En revanche, ça fait des dégâts considérables, on le sait. Et donc, il est vraiment important de le prendre en considération et de, selon nous, rectifier le tir. Donc, en conclusion de ce propos, je dirais que nous, notre objectif dans cet état des lieux, c'était vraiment d'essayer de mettre une pierre de plus à l'édifice de tous ceux qui disent qu'il faut sortir de la duplicité collective, c'est-à-dire dire qu'on protège, avoir les outils pour protéger, un juge des enfants, des mesures de placement, etc. Et en fait, aucun moyen de le faire, et une maltraitance institutionnelle complètement systémique. Donc on voulait vraiment contribuer au débat public en mettant en lumière de notre place de juge l'importance de renforcer cette justice, mettre à disposition des parlementaires ces informations qu'on a collectées, en collecter d'autres si nécessaire. Je vous expliquais ce travail de collecte qu'on va essayer de mener avant d'être entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, puisque bien sûr on a accès aux tribunaux pour enfants, et faire quelques propositions qu'on a détaillées. Alors on n'a pas tout détaillé, mais on en a évoqué quelques-unes à la fin de ce document, dont on espère pouvoir échanger avec les parlementaires, en attirant... Alors, dans ces propositions, il y a donc le fléchage des effectifs au sein de la justice des mineurs, ça je vous l'indiquais, la question des données qui sont produites par les départements qui nous semblent essentielles, c'est-à-dire déjà si on oblige les départements à produire le nombre des placements inexécutés, alors peut-être que mensuel c'est trop lourd, ça je m'en rends pas compte, mais en tout cas très régulièrement, ils ont toutes les décisions, je pense pas très difficile à faire. C'est une question de transparence de l'action, la politique territoriale de protection de l'enfance. Ça nous semble essentiel. La publication de tableaux de bord pour savoir où il y a des mesures, les outils dont on dispose. Et puis il y a des objectifs à revoir à la hausse sur le dernier plan de protection de l'enfance. Donc ça fait partie des mesures, selon nous, qui sont importantes, avec quand même peut-être aussi une alerte sur le fait que... malheureusement, les réformes, les lois qui ont été votées sur la protection de l'enfance ne sont pas suffisantes. On sait qu'il y a une forme de légicentrisme chez nous et qu'on se dit, une fois qu'on fait la loi, ça va régler le problème. Le Sénat a fait une évaluation des dernières lois de protection de l'enfance qui est très intéressante et très riche et qui montre bien à cet égard toutes les difficultés qu'il y a. C'est-à-dire, il y a des dispositifs législatifs qui se succèdent et qui sont pertinents, mais en réalité, ils ne sont pas mis en œuvre. Et dans la loi Taquet, il y a énormément de mesures que vous avez donc votées, pour un certain nombre d'entre vous, qui ne sont pas mises en œuvre, sur le placement des fratries, le projet pour l'enfant, les observatoires. Il y a une commission qui a été créée qui n'est toujours pas mise en œuvre dans certains départements. Enfin, il y a encore énormément de mesures votées par le législateur qui ne sont pas déployées dans les départements. Donc, il faut forcer vraiment les départements pour nous à sortir de cette opacité. Mais bien sûr, ils ne vont pas pouvoir régler la difficulté tout seuls. On en est tout à fait conscient et on ne dit pas ça. Donc, il y a une stratégie nationale sans doute à revoir, avec peut-être une articulation dans la gouvernance de cette politique publique de protection de l'enfance, parce qu'il y a aussi un budget au niveau du régalien et qui est en diminution cette année sur la question de l'aide sociale et de la partie protection de l'enfance. Merci beaucoup pour cette première partie de propos qui va amener, je pense, des questions vis-à-vis de nos collègues. Moi, j'en ai quelques-unes. Vous l'évoquiez très rapidement sous forme d'un petit graphique un peu sympa, d'un petit dessin.
Moi, j'aimerais savoir combien de fois vous n'avez pas les documents fournis, parce que je ne vois pas les chiffres. Je vois le petit dessin comme quoi l'enquête sociale, l'enquête d'éducateur n'arrive pas. J'aimerais savoir un petit peu comment on peut essayer d'améliorer ce système. Moi, je plaide pour qu'il y ait un avocat en assistance éducative. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là. On voit aussi à travers la justice qu'il y a différentes manières de faire sur la notion de discernement, où certains vont dire avant 13 ans, de toute façon, c'est pas, donc j'entends pas, ou je vois pas. Donc moi, j'aimerais qu'on discute de cette notion de discernement. Au pénal, on n'a pas cette notion de discernement pour les mineurs. Pourquoi on l'aurait au civil? Donc ça m'intéresse à ce niveau-là. J'aimerais comprendre aussi pourquoi les juges, on n'arrive pas à aller sur les tiers dignes de confiance. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés, point de vue justice, d'aller sur tiers dignes de confiance, où je pense que ça peut être quand même une solution plutôt que de laisser au domicile des enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ordonnance de placement provisoire. J'ai l'impression qu'il nous manque une ordonnance de protection provisoire qui pourrait permettre peut-être d'intervenir assez vite pour arrêter les droits de visite, arrêter certaines choses. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et pour terminer, pour avoir régulièrement des documents qui sont envoyés par différents types de parents, à plusieurs reprises, j'ai des jugements JAF et JE qui se contredisent sur les relations, notamment avec les parents. Je me pose la question de continuer à avoir cette dualité pour les dossiers des enfants suivis par les JE. Est-ce qu'à votre avis, on ne devrait pas, quand un enfant est suivi par un JE, ne plus avoir la notion de JAF sur les droits de visite et tout confier au JE pour éviter, bien qu'on dise qu'un enfant puisse retourner voir son agresseur sur l'un et que l'autre dise non? Donc voilà pour mes premières questions. Chers collègues, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai fait un débat l'autre jour, un café débat en fait sur ce sujet-là, et il est ressorti le souci des administrateurs ad hoc. Tout le monde a l'air de nous dire que c'est quelque chose de très bien. C'est des bénévoles. Le problème, c'est qu'on en a de moins en moins. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Deux, est-ce que ces gens-là auraient besoin de formation supplémentaire? Et puis, vient aussi le problème de la rémunération, parce qu'ils sont bénévoles, mais ils sont quand même légèrement payés entre 150 et 400 euros. Tout ça à la fin de la procédure, donc ça peut être très long, des fois 7-8 ans après. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de réfléchir tous ensemble sur un vrai statut de l'administrateur ad hoc? Merci. Merci beaucoup. Madame Dordain? Oui, merci. Moi, j'aurais 3 petits points, en fait. Alors là, on a parlé évidemment des placements en institution, mais quelle marge de manœuvre on aurait également sur les autres mesures possibles? Est-ce que les délais sont tout aussi longs pour les assistances éducatives en milieu ouvert, les AED également, puisque je pense que l'administration peut aussi intervenir avant le judiciaire lorsque cela est possible, mais également les mesures pour soutenir l'ensemble de la famille, telles que la MJAGBF, ce type de mesures qui peut aussi être des alternatives, en tout cas pour éviter le placement pour les enfants pour lesquels cela est possible. Votre avis sur justement les tiers dignes de confiance? Donc nous, il y a eu une expérimentation dans la Somme qui a été menée par l'UDAF. Un gros questionnement sur l'encadrement de ces tiers dignes de confiance, quelles enquêtes au préalable, comment on accompagne ces familles. Un exemple qu'on a pu me faire il y a peu de temps, une personne de 80 ans qui garder son petit-fils de 16 ans sans accompagnement, sans soutien, comment c'est possible? Et est-ce qu'on ne met pas plus en danger et la grand-mère et ce jeune de 16 ans? Et une dernière question concernant, là on a évoqué la situation des jeunes, des mineurs dans leur ensemble, la part des enfants en situation de handicap concernés. Voilà, parce qu'on en parle peu. On commence à en parler, mais c'est encore très faible. Là, j'ai eu les chiffres justement pour le département de la Somme, si ça vous intéresse, au 31 mars 2024. On est quand même à presque 600 enfants en situation de handicap qui sont placés aujourd'hui. C'est énorme. Et donc, comment faire et comment vous, en tout cas au niveau de la magistrature, au niveau de la justice, comment vous pouvez intervenir? Merci. Merci. Monsieur Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Donc j'ai bien noté déjà qu'il y avait
à ce stade, pas de perspective de recrutement supplémentaire de juges des enfants, si ce n'est de combler les postes vacants, et encore là aussi, visiblement, il n'y a pas trop de visibilité là-dessus. J'ai 2 questions, du coup. Est-ce que, on voit bien que la priorité est donnée sur le pénal, mais est-ce qu'à l'instant T, est-ce qu'il y a des moyens à réorienter, c'est-à-dire des choses qu'on devrait moins faire d'un côté, pour avoir davantage de moyens sur le civil, sans attendre les recrutements supplémentaires, et est-ce qu'il y a une piste là-dessus? Et le deuxième élément, c'est que, bon, je vois dans les propositions que vous faites, des moyens supplémentaires, très bien, la publication mensuelle, la transparence, etc., d'accord, mais une fois qu'on a fait la transparence, chaque mesure qui n'est pas exécutée est un problème. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y en a 300 ou 800 ou 900, le but c'est qu'il y en ait 0, pas d'avoir la transparence sur comment c'est mal fait, mais bien d'avoir les résultats sur comment ça doit être fait. Il y a des propositions qui ont été faites par plusieurs syndicats, associations, sur le fait que l'État pourrait peut-être reprendre une partie de ses responsabilités en la matière. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Est-ce qu'il faudrait qu'il prenne les mesures non exécutées à sa charge? Voilà. Est-ce qu'il faudrait qu'il reprenne l'intégralité des missions en tant que telles pour avoir une logique de résultats? Parce qu'on voit bien que l'État, quand il y a une volonté politique et qu'il met les moyens sur la table, on sait faire sortir de terre des foyers d'hébergement, des centres d'accueil, on sait faire des choses concrètes et tangibles que les départements, objectivement, ne savent pas faire. À ce stade, en tout cas, ils ne savent pas. En tout cas, le constat, il est là, puisque moi, qui ai participé au débat sur la loi de 2022, sur la loi d'Adrien Taquet, on nous disait par exemple que le placement à l'hôtel, de toute façon on en gardait un peu, mais c'est justement le temps de construire les places nécessaires et l'accueil de famille, et que les situations reviennent à la normale. Bon, bah ça y est, on est 2 ans après, un peu plus de 2 ans après. La messe est déjà dite et on n'a pas les perspectives que ça s'améliore. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas, vu que les questions sont plus systémiques, quels sont les curseurs systémiques qu'on doit faire bouger par-delà les moyens? Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous laisse répondre à ces nombreuses questions. Alors, sur la question donc l'illustration, en fait, c'est l'illustration des délais d'exécution des mesures en milieu ouvert. Ça rejoint une de vos questions, qu'on a donc essayé d'évaluer, parce que ces délais nous semblent très problématiques, que ce soit l'AEMO, l'AED en administratif, ou même les mesures d'aide à la gestion du budget familial. Donc ce ne sont pas les rapports qui mettent du temps à arriver, ce sont réellement les mesures qui ne sont pas mises en application, tout simplement parce qu'il y a une file d'attente en fait dans les départements, avec des moyens insuffisants aux services habilités, puisque maintenant c'est beaucoup le secteur associatif habilité qui exécute, qui est chargé d'exécuter ces mesures à domicile. Et donc là-dessus, c'est vrai que peut-être que ça paraît un peu court comme réponse, mais nous, comme ça, on se dit il faudrait surtout doter, premièrement, avoir plus de transparence, parce que je pense que c'est quand même important, et c'est quand même déjà commencer à remédier au problème de savoir où se situent les points noirs, et là il y a une opacité totale qui est entretenue par certains départements, et donc publier des tableaux de bord, savoir quelles sont les mesures disponibles, quelles sont les files d'attente dans les services d'aide éducative à domicile, ça permettrait quand même, je pense, d'identifier peut-être un certain nombre de leviers, sachant que pour l'instant, ce que font beaucoup les départements quand même, ce qu'on voit, c'est qu'ils essaient à moyen constant de prendre de plus en plus de mesures, et donc en fait ils augmentent le nombre de mesures par éducateur. Voilà. Donc là on voit les ratios qui changent. Il y a des départements qui ont expérimenté la mesure unique. Donc, par exemple, c'est le cas en Loire-Atlantique, il y avait une mesure à domicile qui était intensive, donc avec des difficultés familiales très importantes pour éviter un placement, qui était ordonnée par les juges des enfants. C'était, je crois, 10 mesures par éducateur, et puis la mesure plus classique, où l'éducateur voyait la famille une fois par mois, où là, c'était 20 mesures par éducateur. Le délai d'attente des mesures intensives, c'était 1 an. Donc les juges des enfants ont protesté auprès du département. Ça générait du placement, parce qu'évidemment, quand une situation est très très dégradée et qu'il n'y a pas d'éducateur, ça finit quand même dans un certain nombre de situations en placement. Et donc le département a dit, bon, on va faire une mesure unique,
et on va laisser l'appréciation à l'association qui va dire s'il faut de l'intensif ou si maintenant on peut se passer d'intensif et on peut revenir sur un rythme moins soutenu. Et voilà, dans les faits, en fait, les éducateurs disent tous on a plus de mesures qu'avant et on peut moins suivre les mesures qui nous sont allouées. Donc la difficulté, je pense que, encore une fois, obliger les départements à avoir de la transparence sur toutes ces mesures, ça serait un premier pas pour savoir exactement, voir ce qu'il y a dans cette boîte noire. L'avocat en assistance éducative, épineuse question puisque ça ne fait pas consensus, même si de plus en plus d'avocats, et notamment le Conseil national des barreaux, s'est prononcé en faveur de l'avocat systématique en assistance éducative. Le syndicat de la magistrature s'est pas prononcé, la question est toujours en réflexion au sein chez nous, au sein des magistrats, même si on est quand même plutôt favorable à ce qu'il y ait un développement de la place de l'avocat en assistance éducative, mais il ne faut pas y voir un palliatif à ce que pourrait faire le juge. En fait, c'est un peu ça qui nous effraie. C'est-à-dire qu'on lit aussi dans certaines argumentations, c'est bien si l'avocat est là, il va pouvoir faire contre-pouvoir et alerter sur les dysfonctionnements. C'est pas son rôle, quoi. Donc il faut régler les dysfonctionnements et puis effectivement développer la place et le rôle de l'avocat. Mais c'est vrai que ce qui nous questionne, c'est les débats en fait qui ont lieu au sein même de la profession sur la question du mandat. Il y a des avocats qui nous disent moi je suis pas du tout à l'aise avec le mandat d'un enfant de 3 ans qui n'est pas capable finalement de dire exactement ce qu'il souhaite et quel mandat il me donne je ne me sens pas la légitimité professionnelle pour dire moi-même quel est mon mandat. Et puis il y en a d'autres qui disent au contraire le mandat c'est celui de la loi. Nous, on penche plutôt sur la généralisation de l'avocat, mais on n'a pas de position complètement arrêtée sur ce sujet. Mais c'est sûr que ça serait quand même un progrès dans l'exercice des droits, et notamment pour tous ces enfants qui ne peuvent pas être entendus alors qu'ils devraient l'être systématiquement. C'est sûr que s'ils avaient un avocat, ça permettrait à l'avocat au moins d'assister à l'audience et de représenter et de porter la voix de l'enfant qui n'est pas celle de ses parents. Sur la question du discernement, également une question qui divise beaucoup les professionnels, notamment puisque la loi Taquet a apporté des obligations. Il y a des réflexions en cours actuellement et il y a cette notion de discernement qui existe au pénal. Alors, ce n'est pas la même qu'en assistance éducative et c'est bien la difficulté d'ailleurs. Est-ce qu'on peut fixer un discernement de 7 ans en assistance éducative et dire qu'au pénal, il est de 13 ans et qu'en dessous de 13 ans, il est irresponsable? Nous, on ne veut pas que cette question du discernement tire vers le bas l'âge de la responsabilité pénale. Vraiment, on trouve très bien que la France ait enfin fixé un seuil d'irresponsabilité pénale puisque c'est conforme à ses engagements internationaux et qu'elle était en violation de la Convention internationale des droits de l'enfant jusqu'à ce qu'elle prenne cette mesure. En assistance éducative, c'est vrai que cette notion, elle est controversée, elle va avec cette question de l'avocat. Est-ce qu'il faut fixer un seuil d'âge? Il y a beaucoup de juges des enfants qui pensent que non, et en même temps, c'est source d'arbitraire. Très clairement, puisqu'il y a des juges des enfants qui disent un enfant n'est pas discernant avant 12 ans, je ne les entends pas. Et puis un autre qui va vous dire, mais à 6 ans, l'enfant est parfaitement discernant, je les entends. Donc clairement, ça peut être source d'arbitraire. Après, il faut laisser aussi une souplesse d'appréciation aux professionnels. Donc voilà, comment trouver ce système? Et c'est sûr que cette notion-là, actuellement, elle pose difficulté parce qu'elle suscite désormais des obligations que les juges des enfants ne sont pas vraiment en mesure d'assumer, et notamment cette question de la notification, par exemple, des décisions ou de l'audition systématique. Sur la question des tiers dignes de confiance, il y a effectivement très peu de placements tiers dignes de confiance, et c'est une difficulté importante. Il y a une question de culture professionnelle qui est soulevée dans les différents diagnostics qui sont posés à cet égard, que ce soit les travaux de l'ONPE ou les travaux parlementaires à ce sujet. Donc il y a une question de culture professionnelle, des professionnels qui vont peut-être plus facilement vers le placement institutionnel, mais il y a aussi une question de soutien à la parentalité. Et là, on retombe sur les mesures d'aide éducative à domicile, c'est-à-dire que nommer un tiers digne de confiance, pour reprendre l'exemple que vous donniez, une grand-mère de 80 ans pour élever son petit-fils, c'est sans doute une très bonne solution familiale, puisque ce qui est plus important, c'est de rechercher la sécurité affective et physique, et que, ça peut être très très bien.
Mais sans soutien à la parentalité, évidemment, ça peut poser difficulté pour une personne très âgée avec un petit-fils un peu remuant. On voit tout de suite les difficultés que ça peut poser. Et donc, avec un soutien à la parentalité, un éducateur qui intervienne régulièrement, ou voilà, des activités qui puissent être proposées, ou que sais-je, en fonction de la situation, ça remédierait à cette situation. Et donc là, on retombe sur la difficulté, c'est-à-dire que quand on est juge des enfants et quand on veut désigner un tiers digne de confiance, souvent l'évaluation est très difficile parce qu'il faut des éducateurs et des professionnels pour évaluer, et que les mesures judiciaires d'investigation éducative mettent de longs mois à être exécutées, et qu'on ne va pas confier un enfant à une famille dont on ne sait rien, a priori. Voilà, en tout cas, ça sera plus difficile. Et après, une fois que l'enfant est confié, il faut effectivement une aide, et que cette aide fait défaut par manque de mesures à domicile. L'ordonnance, vous avez appelé ça l'ordonnance de placement, de protection provisoire. Alors, je ne sais pas très bien quelle différence vous faites avec l'ordonnance de placement provisoire, en fait. C'est parce qu'en réalité, cette mesure, elle existe. C'est une ordonnance de placement provisoire. Elle est exécutoire à la sortie de l'audience. Moi, j'ai déjà placé un enfant à l'audience comme juge des enfants. Justement, je me permets, c'est pas pour placer. Ça peut être un enfant qui revient d'un de ses parents où il a été victime d'abus. Ça permettrait au juge de tout de suite arrêter les visites chez le parent, parce que le temps qu'on saisisse le JAF, machin, etc., l'enfant reste en danger et continue à aller chez le parent maltraitant. C'est pour ça que je voudrais ouvrir une possibilité supplémentaire qui est un peu comme l'ordonnance de protection des femmes, oui, mais au niveau des enfants, avoir une possibilité supplémentaire de protection de l'enfant pour donner plus de panel au procureur de pouvoir agir, et pas justement toujours avoir recours au placement pour le protéger d'autres choses. D'accord. Alors effectivement, là, ça rejoint du coup votre question sur l'articulation juge aux affaires familiales et juge des enfants. Il y a des discussions qui existent actuellement chez les professionnels pour un regroupement éventuel. Nous, on n'y est pas favorable au syndicat de la magistrature. Le juge qui est vraiment le juge de l'autorité parentale et qui doit prendre des mesures pérennes, c'est le juge aux affaires familiales. Le juge des enfants, c'est un juge qui est là pour pallier les difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale. Il a vocation à intervenir de manière provisoire, et donc on ne peut pas lui demander de prendre des mesures relatives à l'autorité parentale pérenne. En revanche, il a des outils pour, dans l'urgence, protéger des enfants, donc soit par des mesures de placement, et il existe des possibilités, mais ça c'est des circuits à améliorer, de saisir le juge aux affaires familiales en urgence pour... Oui, mais en fait le circuit juridique existe. Pourquoi est-ce qu'on met 6 mois à saisir le JAF ? On en revient toujours à la même question, parce que... Alors, encore une fois, les outils juridiques existe, c'est-à-dire que quand on est juge des enfants ou quand on est juge aux affaires familiales, on est quand même censé, en tout cas un juge aux affaires familiales qui est saisi d'une situation dans laquelle il y a de l'assistance éducative, doit prendre connaissance du dossier d'assistance éducative. Après, je ne vais pas vous dire que c'est fait tout le temps, mais normalement les juges aux affaires familiales, moi j'ai vu très régulièrement mes collègues venir consulter les dossiers d'assistance éducative pour effectivement ne pas prendre une décision qui aille à l'encontre de ce qui est mis en place par le juge des enfants. Donc je pense quand même qu'avant de créer une nouvelle mesure, il faudrait peut-être poser un diagnostic complet sur ce qui dysfonctionne. Est-ce que c'est... Alors, et sachant qu'il y a cette idée de pôles familiaux quand même qui devrait aussi améliorer un peu les circuits de décision dans les tribunaux judiciaires, mais voir ce qui dysfonctionne dans l'articulation entre juge des enfants et juge aux affaires familiales, parce que normalement, chacun quand même a son terrain de compétence qui est bien déterminé par la loi et n'est pas censé empiéter sur l'autre. Et les outils existent pour faire statuer en urgence, que ça soit sur la question d'autorité parentale ou sur une mesure de protection plus importante lorsqu'elle est nécessaire. Voilà. Donc cette ordonnance de protection provisoire qui serait prise par le juge des enfants sur une situation qui ne relève... et qui amènerait après le juge d'affaires familiales à statuer. Tout à l'heure, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est donner juste qu'il n'y ait pas que le placement à la main du procureur, qui puisse peut-être décider d'autres choses, suspendre des droits de visite, suspendre certaines choses qu'aujourd'hui c'est pas possible. Donc on place
Donc, à mon avis, il y a une petite différence. Et j'entends ce que vous indiquez, mais justement, là, ça veut dire qu'on a 2 juges qui traitent le même dossier. C'est pour ça que je me dis qu'à un moment, on n'aurait qu'un seul juge, on serait plus cohérent, et quand la situation est revenue, il repasse au JAF. Donc, quand on veut essayer de faire économiser aussi du temps magistrat, c'est ça aussi. Oui, après, voilà, il peut y avoir, comment dire, c'est important d'organiser une bonne circulation de l'information. Il peut y avoir un risque quand même à mélanger toutes les casquettes. Voilà. Déjà que le juge des enfants est doté de pouvoirs très importants. Voilà, moi j'attire votre attention sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, j'ai pas de position tranchée, mais il me semble que c'est important de bien comprendre ce qui dysfonctionne. Et si c'est l'incapacité à protéger un enfant qui est en danger lorsqu'il va passer un droit de visite chez son parent, alors qu'il réside chez l'autre parent, il y a sans doute d'autres solutions que celle du juge des enfants qui n'est pas le dispositif appliqué selon nous. Sur la question des administrateurs ad hoc, eh bien écoutez, on a le résultat un peu de notre pingrerie, c'est-à-dire que oui, ce sont des bénévoles, donc il y en a de moins en moins parce que c'est un gros travail, c'est difficile, ça demande effectivement d'être formé, et donc il faut être très dévoué et avoir beaucoup de temps pour accepter de remplir cette mission. Donc si on veut professionnaliser les administrateurs ad hoc, et nous on pense qu'il le faudrait effectivement, il faut dans ces cas-là créer un statut d'administrateur ad hoc et puis mettre la main au portefeuille, très clairement, parce que la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Et c'est vrai qu'on voit clairement des administrateurs ad hoc qui sont sollicités par du coup beaucoup de juridictions, et d'ailleurs c'est pas les juges des enfants qui les sollicitent le plus, c'est notamment dans le cadre pénal qui sont beaucoup sollicités pour les enfants victimes, donc préparer, porter leur voix au procès, préparer en amont, exercer exercer les droits de certains mineurs dans des procédures administratives type demande d'asile, etc. Donc ils sont sursollicités, il n'y en a pas assez, et je pense vraiment qu'on ne peut pas régler cette question, ce sujet, en faisant reposer ce dispositif sur le bénévolat. Voilà, ça peut pas fonctionner. Donc il y a quelque chose vraiment à repenser là-dessus, mais ça a un coût. Et, voilà. Je ne sais pas si on est prêt à le mettre, mais en tout cas il faudrait pour assurer une meilleure protection. Sur la question des enfants en situation de handicap, c'est un constat effectivement que font les juges des enfants. Et là, je dirais que la réponse à ce sujet, c'est une prise en charge qui ne peut pas reposer que sur la protection de l'enfance, en fait. Voilà, je pense que la réponse, elle est sur un service public de l'enfance et du handicap et de la prise en charge du handicap qui est beaucoup plus large. Et c'est pas parce qu'un enfant porteur d'un handicap relève de la protection de l'enfance que tout d'un coup il ne relève que de la protection de l'enfance. Or bien souvent c'est à ça que se heurtent les parents en difficulté. En plus c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur administrative pour faire valoir ses droits et qu'il y a un certain nombre de familles qui ont des difficultés pour faire valoir leurs droits. Donc voilà, il y a une sorte de cumul qui fait que quand des enfants porteurs de handicap sont en protection de l'enfance, c'est vraiment très très difficile d'obtenir des droits, mais je pense que là, la réponse, très clairement, elle ne se situe pas dans le champ de la protection de l'enfance, elle se situe dans le champ de la prise en charge du handicap. Et il faut que ces enfants-là soient dans le droit commun de la prise en charge du handicap. Et les éducateurs en protection de l'enfance doivent pouvoir bénéficier de passerelles pour rejoindre des dispositifs de droit commun et aider les parents à rejoindre les dispositifs de droit commun. Et il y a sans doute des choses à développer, vraiment des dispositifs, à mon avis, tout existe déjà, des dispositifs à développer et des moyens à mettre, pas forcément des mesures à inventer en fait, elles existent. C'est vraiment l'accès au droit commun, je pense, qui pose difficulté. La scolarisation, typiquement la scolarisation dans les IME par exemple. Bon, il y a des listes d'attente monstrueuses et c'est vrai que s'il y a de la maltraitance à domicile, on n'arrive pas évidemment on ne va pas passer devant tout le monde puisqu'il y a des gens qui attendent depuis 2 ans, les juges des enfants parfois le font, ça ne se passe pas bien, donc voilà, il y a toute une articulation à réfléchir, je pense, là-dessus. Peut-on réorienter les moyens des juges des enfants? Oui, oui, plus exactement, on peut moins facilement le faire qu'on le faisait auparavant.
En réalité, cet arbitrage entre la casquette civile et la casquette pénale, il se faisait auparavant au détriment du pénal, on va dire les choses assez clairement. Parce que je vous ai expliqué la situation, elle n'est pas nouvelle. Il y a des juges des enfants qui ont 600 ou 700 dossiers d'assistance éducative. Ils ont le pendant au pénal et donc ils n'ont pas du tout suffisamment de temps pour faire tout ce qu'ils devraient faire. Et auparavant, avant le Code de la justice pénale des mineurs, pour dater les choses très précisément, il n'y avait pas de délai au pénal sanctionné et donc c'était un peu la variable d'ajustement. La priorité était mise par beaucoup de juges des enfants sur l'assistance éducative qui traitaient le pénal du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est vrai en jouant sur ces délais qui n'étaient pas sanctionnés. Les choses ont changé puisque le CJPM a enfermé le travail pénal du juge des enfants dans des délais qui ne sont toujours pas complètement sanctionnés, donc certains commencent à s'en affranchir, mais néanmoins l'idée c'était quand même d'enserrer ça dans les délais et surtout à donner au procureur de la République la main sur une main plus ferme, on va dire, sur la procédure pénale. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais cette variable d'ajustement du pénal, les juges des enfants l'ont moins désormais. Même si, encore une fois, certains la prennent, prennent des libertés avec les délais. Les procureurs ont à cœur d'afficher des délais de traitement de la délinquance des mineurs, des bons délais, donc qui respectent le CJPM. Et nos collègues juges des enfants, donc nos collègues procureurs, nous disent que ça c'est une demande assez forte qui leur est faite, voire une injonction. Et les collègues juges des enfants disent, on se retrouve avec des audiences très lourdes pénalement et de moins en moins de temps pour traiter le civil. Donc la solution à ça, comme ces délais du CJPM, je pense, ne vont pas être desserrés, c'est pas trop l'esprit du moment, et qu'on parle même de comparution immédiate pour les mineurs, alors que les délais du CJPM ont déjà beaucoup raccourci les choses. Concrètement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour réorienter ou donner de la souplesse sur le civil, à part mettre plus de juges des enfants, faire des normes un peu plus contraignantes sur le nombre de situations qu'un juge des enfants pourrait suivre dans un cabinet, exiger du ministère qu'il produise ce référentiel qui existe mais qu'il ne veut pas publier pour des raisons politiques. En tout cas, nous, on est très démunis par rapport à ça. Je ne sais pas si le législateur le serait moins, mais c'est vrai qu'à effectif constant, ça me semble difficile. L'État doit-il reprendre pour autant la question de la protection de l'enfance ? Alors sur la question de la transparence, effectivement, je suis d'accord, ça ne règle pas le problème. Je me suis déjà exprimée. Dire il faut plus de moyens, il n'y en a pas, ça ne va pas non plus régler le problème. Encore une fois, je pense que ça serait déjà un premier pas. Est-ce que pour autant l'État doit reprendre la question, la compétence protection de l'enfance ? Nous, on ne le pense pas. Au syndicat de la magistrature, on n'est pas favorable à une recentralisation. Si cette politique publique a été décentralisée, c'est aussi, il y avait des excès et des choses extrêmement critiquables au moment de l'assistance publique, de la DAS, et on ne souhaite pas ces retours en arrière, même s'ils ne seraient pas automatiques avec la recentralisation de cette politique publique. Donc on ne pense pas que l'État soit le bon échelon pour gérer une politique publique qui doit quand même être adaptée à des questions de territoire et à des spécificités territoriales de population. C'est pas forcément les mêmes besoins. On a parlé de la question du handicap. Il y a des départements avec des grandes fratries où il y a besoin de placement de places pour des grandes fratries et puis d'autres où il y a moins ce besoin. Donc il y a vraiment une question d'évaluation des besoins par territoire qui doit être menée. Et nous, je pense que le département est quand même un meilleur échelon pour évaluer ses besoins. Et normalement, il est censé le faire au travers du schéma départemental enfance-famille, qui est, je crois, tri ou quadri, tous les 4 ans, je ne trouve pas le terme exact, excusez-moi. Et donc, au moment de l'évaluation de ces besoins, là, il y a sans doute quelque chose à améliorer. C'est que déjà, on se rend compte que ces schémas départementaux, il y a un certain nombre qui sont faits par les départements sans même consulter les juges des enfants. Alors qu'encore une fois, les juges des enfants sont prescripteurs de 80% des mesures, donc c'est tout à fait anormal. Et donc, l'expression des besoins et l'évaluation des besoins des territoires, je pense qu'elle peut être quand même mieux réalisée par les départements. Par contre, c'est sûr qu'il faut qu'ils s'y mettent et qu'il y en a un certain nombre qui ne le font pas. Et après, quels sont les leviers de l'État lorsque les départements ne remplissent pas leurs obligations ?
Je ne sais pas si, voilà, je sais pas quel type de levier il peut y avoir. Est-ce qu'il peut y avoir des incitations financières? On a vu que, par exemple, il y a des incitations financières dans la loi Taquet qui ont été mises pour que les départements utilisent, contractualisent mettent en place des protocoles avec les préfectures pour être capables de repérer les mineurs non accompagnés qui font du nomadisme administratif en attendant de pouvoir être placés. Et donc, il y a des fichiers qui ont été mis en place, donc plutôt une idée de contrôle policier de ces populations. Et donc, il y a un système qui a été mis en place d'incitation financière, me semble-t-il, pour les départements, pour que les départements fassent des protocoles avec les préfectures pour utiliser ça. Donc, peut-être que l'État peut parfois trouver des dispositifs pour avoir des incitations. Il se trouve qu'en matière de protection de l'enfance, il ne le fait pas. Voilà, je pense que ça serait, enfin pour nous, en tout cas, la solution, elle serait plutôt de cet ordre-là, de trouver des dispositifs d'incitation, ou peut-être de palliatifs, effectivement, quand ce n'est pas fait par les départements. Est-ce que l'État ne peut pas pallier pour assurer la prise en charge mais pas reprendre cette compétence parce que, encore une fois, la recentralisation risque de donner du prêt-à-porter qui ne sera pas forcément adapté au territoire. Il y a des endroits où il faut des puponnières, il y a des endroits où il n'en faut pas parce qu'il y a déjà d'autres dispositifs. Voilà, tout peut être décliné. Donc nous, on n'est pas favorable à cette solution, même si on entend qu'elle est évoquée, mais elle est évoquée pour des mauvaises raisons. En fait, elle est évoquée parce que les départements n'assument pas leurs responsabilités. Donc on n'est pas pour, nous, au syndicat de la magistrature. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai l'impression que mes collègues ont l'air de dire que c'est bon. Juste revenir sur la partie discernement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'un enfant victime au pénal aura le droit à son avocat. Peu importe son âge, si je ne me trompe pas. Oui. Là, on parle d'enfants souvent victimes, mais au civil. Ils sont victimes de maltraitance, ils sont victimes de mauvais traitements. Voilà. Et là, ils n'ont pas d'avocat. Et il y a un âge de discernement. Donc, vous voyez, moi, c'est là aussi où ça m'interroge sur cette différence entre les deux. Ah, mais vous savez que je suis convaincue, l'avocat pour tout le monde, monsieur Bérissi. Vous pouvez me reprocher d'autres choses, mais pas celui-là. Celui-là, je suis avec vous, vous le savez très bien. Mais sur la partie discernement, c'est pour ça que voilà, je me permets de réinsister, parce que moi, ça me choque un petit peu quand même que... et je peux l'entendre, le juge qui dit j'ai trop de dossiers, du coup tout ça en moins de 13 ans, je ne les entends pas. C'est dommage qu'il y a quand même des enfants, s'ils n'adhèrent pas à la mesure notamment d'assistance éducative, ça ne sert à rien de la prolonger, quoi. Ça peut être compliqué. Si l'enfant n'adhère pas, s'il y a des difficultés. Et donc c'est ça. Et après, vous m'avez moins répondu sur le fait, la relation avec la fourniture des dossiers des éducateurs, des dossiers que les travailleurs sociaux font pour vous faire le point de la situation. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué d'avoir ces documents-là en temps et en heure. Ah oui, et en tout cas pour respecter que tout le monde puisse les avoir. Oui, quoi. D'accord, j'ai compris votre question. Pardon, j'avais pas compris. Donc, je rejoins vos interrogations. Enfin, on les partage, vos interrogations sur l'avocat. Et encore une fois, nous, on penche plutôt sur l'idée d'un avocat d'enfant en assistance éducative. Alors, pas forcément avec cette notion d'enfant victime, parce que si au pénal, incontestablement, c'est un enfant victime de maltraitance dans le cadre d'une procédure pénale qui va exercer ses droits de partie civile, on ne peut pas transposer ce dispositif à l'assistance éducative où l'enfant... alors, il y a des situations de grave maltraitance, mais il y a un certain nombre de situations où l'enfant n'est pas à proprement parler victime de ses parents. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés éducatives, un manque de savoir-faire éducatif, des négligences qui ne vont pas forcément faire de l'enfant une victime au sens judiciaire. Ça n'empêche qu'il peut tout à fait avoir un avocat. Hein. C'est pas, les deux questions ne sont pas liées, mais voilà, il ne faudrait pas du coup faire une mauvaise transposition de cette notion qui est pour le coup très stigmatisante. Et c'est vrai qu'en assistance éducative, il y a beaucoup de parents déjà à qui on prend du temps
pour essayer d'expliquer que c'est une aide à la parentalité, c'est pas une stigmatisation, c'est pas les désigner comme des mauvais parents ou des parents maltraitants, c'est plutôt voilà, leur apporter de l'aide. Et déjà ça prend du temps à faire accepter, et c'est quand même le début d'une adhésion et d'un bon travail éducatif. Donc voilà, la notion de victime, faut être très prudent. Sur la question des rapports, oui, c'est une difficulté parce que les rapports, alors ça c'est vraiment du pratico-pratique, arrivent généralement très tardivement dans les dossiers des juges, et ça pose une difficulté pour l'exercice des droits des parties, c'est-à-dire que les avocats qui veulent consulter le dossier une semaine à l'avance, en général, n'ont pas le rapport. Et donc, alors je ne vais pas vous mentir, les juges des enfants préparent généralement leurs audiences 2 jours avant, donc s'accommodent très bien de ce système et ne sont même pas au courant que le rapport n'est pas arrivé la semaine d'avant, puisqu'ils s'en aperçoivent éventuellement 48 heures auparavant, et le greffier confère ce que je vous ai dit. On n'a pas assez de greffiers, et donc le greffier n'a pas cette possibilité de pointer, enfin a rarement cette possibilité de pointer, de faire des rappels au service éducatif en disant il nous manque le rapport, on est à 15 jours de l'audience. Donc clairement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un peu une sorte de chaîne où tout le monde travaille en dernière minute, et c'est vrai que malheureusement souvent ce sont les avocats qui viennent 4 ou 5 jours avant consulter le dossier et qui vont pâtir de ça. Moi, je sais, quand j'étais juge des enfants, là, pour parler de mon exemple, mais je sais qu'il est très, voilà, il est très représentatif de ce que vivent les juges des enfants. Régulièrement, je râlais auprès des services éducatifs pour que les rapports arrivent en temps et en heure. Parfois, je décrochais mon téléphone. Je faisais parfois les gros yeux à l'audience pour rappeler tout le monde à ses obligations et sensibiliser au principe du contradictoire et à la nécessité aussi pour les parents d'avoir les rapports à l'avance, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et ça demande une préparation, et ça c'est l'avocat qui le fait, des personnes à l'audience. Bon voilà, tout le monde dit oui bien sûr, tout le monde en fait est absolument convaincu que ça serait mieux, mais n'arrive pas à faire autrement. Et j'ai pas vraiment de formule autre que s'il y avait peut-être moins de mesures par professionnel, il y aurait peut-être plus de temps pour peaufiner les écrits, les envoyer à l'avance, etc. Et une dernière question me vient, et après je vous libère. Aujourd'hui, on a dit plus de 80%, ça reste judiciaire. Comment on peut faire pour qu'on bascule enfin, comme dans d'autres pays, peut-être un peu moins vers le judiciaire? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou pas? Alors, je n'ai pas d'idée, mais par contre, j'ai une réponse à cette objection qui est souvent soulevée. C'est qu'on a, à mon sens, on confond la subsidiarité et le caractère minoritaire des mesures. Ce n'est pas parce qu'une mesure est subsidiaire, qu'un dispositif est subsidiaire, qu'il va forcément être minoritaire. Et en l'occurrence, la plupart des parents qui font l'objet, qui ont des enfants qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne sont pas d'accord. Voilà. Et donc, cette idée de contractualiser avec l'administration, en fait, c'est un peu un leurre. On s'est dit, voilà, l'administration, on va mettre l'administration chef de file, et ils vont contractualiser avec tous les parents, et puis le juge ne fera que le résiduel. Mais en fait, c'est un leurre. C'est-à-dire que la plupart des parents ne sont pas d'accord quand on soulève des situations de danger, et la plupart des parents ne sont absolument pas d'accord pour que leurs enfants soient placés. Et donc, comme c'est déjà la moitié des mesures éducatives, on ne peut pas se passer d'un juge dans ces situations-là, et ça fait partie des décisions pour lesquelles, là, il y a eu des sondages, population générale, sur pourquoi ne pourrait-on pas se passer d'un juge, et très clairement, on ne peut pas se passer d'un juge pour confier un enfant, retirer un enfant à sa famille. Donc on a écrit subsidiaire, on veut le redire dans le Code civil, ça faisait partie des préconisations du rapport Sauvé pour améliorer la subsidiarité, mais en fait je pense que on a sans doute une petite marge de progression. Parce qu'il y a on a une marge de progression, me semble-t-il, en sortie de mesures. C'est-à-dire qu'il y a des mesures éducatives qui sont ordonnées par des juges. Au bout d'1 ou 2 ans, les parents adhèrent au travail éducatif et en réalité ne veulent pas changer d'éducateur. Or, le département dans lequel ils sont, s'il y a un changement si on passe en mesure administrative, on change d'éducateur. Et donc disent au juge, non, moi je veux rester chez le juge. Et effectivement, il y a une cohérence à prolonger la mesure éducative pour ne pas changer d'éducateur, surtout si c'est la 3e et dernière année. En Loire-Atlantique, par exemple, ils avaient un dispositif de glissement, et donc c'était les mêmes éducateurs, et donc on arrivait, quand les audiences se passaient bien et que les parents adhéraient, à dire ça on bascule en administratif.
Voilà, donc ça, je pense qu'il y a vraiment une marge de progression parce qu'il y a beaucoup de départements où il y a les services qui font que de l'administratif et les services qui font que du judiciaire. Et encore une fois, les parents ne veulent pas changer d'éducateur et on les comprend, c'est bien normal. Il y a une relation de confiance qui s'instaure. Donc là-dessus, il y a une marge de progression incontestable, mais elle n'est pas énorme, même si elle existe. Hein. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus. Par contre, en entrée du dispositif, honnêtement, je pense que la marge de progression est vraiment difficile parce que les parents, ils sont pas prêts à négocier avec l'administration et quand ils arrivent devant le juge, souvent ils contestent, ils sont pas d'accord avec le portrait qui est fait d'eux, les difficultés éducatives qui sont pointées, elles sont souvent minimisées. Il y a voilà tout un travail un peu d'acculturation avec la façon dont les éducateurs voient les choses et puis avec les exigences légales avant d'accepter la mesure éducative. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour le travail de votre syndicat d'essayer d'objectiver un peu ces chiffres qu'on n'a pas, même si heureusement on a quand même l'ONPE qui est capable de sortir quelques chiffres, mais vous avez totalement raison, il faut que le GIP France Enfance Protégée prenne à bras-le-corps cette notion de données. Oui. Qui doivent donc être remontées par les départements. Et je pense effectivement, pour bien piloter une politique, il faut savoir de quoi on parle, donc il faut des données. Merci à vous, merci pour votre étude et merci du temps que vous avez consacré. Chers collègues, rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine audition. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Merci, au revoir.